Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver à N'Djamena au Tchad. Dans quelques heures, le général Mahamat Idriss Déby Itno prêtera serment comme étant le tout premier président de la 5e République. Une république qu'il aura élevée de ses propres bras à travers un consensus national autour de la façon dont les Tchadiens souhaitaient vivre ensemble prochainement et aussi qui aura fait l'objet d'un référendum constitutionnel où les Tchadiens massivement auraient donc adopté ce qui a été l'émanation véritable de leur volonté commune, nouvelle, de cheminer ensemble et de partager le même destin. Alors que se passera-t-il? Qu'adviendra-t-il au lendemain de cette investiture du général Mahamat Idriss Déby Itno? Pourrait-on avoir un Tchad qui se retrouve nouveau, un Tchad qui porte les aspirations de ses fils et filles et surtout qui est un véritable état de justice sociale, comme cela a été entendu notamment pendant la période référendaire. Nous en discutons sur ce plateau avec nos invités qui sont nombreux. Et donc j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau notamment le docteur Mahamat Borgou Hassan, qui est le directeur général de l'Institut de l'École nationale d'administration, en abrégé ENA Tchad. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à vous d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à Afrique Média. Et également avec nous, Hissène Adamou Kamara, membre du collectif 2M. Vous étiez de la cellule stratégique. Rappelez que c'est un collectif qui a porté, qui a soutenu la candidature du général Mahamat Idriss Déby Itno. Mais on n'est pas là ce soir pour la campagne. On a eu largement le temps. Ce soir, on tentera de comprendre ce qu'il viendra après l'investiture. Merci à vous d'être présent sur ce plateau. Merci à vous, Afrique Média. Merci à vous une fois de plus. Et également sur ce plateau, Maître Janvier Momo. Merci à vous, Maître, d'être présent. Rappelez que vous êtes juriste et vous êtes notre analyste politique. Merci à vous d'être présent. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, Monsieur Guy Fondo. Alors, rapidement, quand on parle de ce qui se passera après cette investiture du général Mahamat Idriss Déby Itno, je vais commencer par vous, docteur Mahamat Borgou Hassan. Est-ce qu'on parlera encore des breakbots? Est-ce qu'on parlera encore de la frontière libyenne, tchado-libyenne, qui serait poreuse? Est-ce qu'on parlera encore du Niger? Est-ce qu'on parlera encore de réconciliation nationale et de discussion au Qatar avec les groupes armés? Normalement, tout s'est terminé. Est-ce qu'on reviendra là-dessus? C'est terminé. Je pense que quand même, c'est une mauvaise chose déjà. Avec l'aide des pays, avec la contribution de tout le monde et de façon unanime, boucler cette phase de bruit de bord, de guerre, etc. C'est terminé. Je pense qu'il y a quelques résidus, quelques personnalités, ou quelques, je veux dire, compatriotes qui sont encore à l'extérieur, mais j'en suis convaincu après tout ce qui s'est passé, après ces élections libres et démocratiques. Je pense que c'est la main tendue du chef de l'État qui va plus prévaloir. Et j'ose croire que vraiment les choses vont aller vers le développement cette fois-ci. Et je pense que sur ça, au moins, la majorité des Tchadiens sont unanimes. Il est temps de se mettre au travail. Le président, il l'a dit. C'est aussi son programme. Au lendemain, je veux dire, à partir de la semaine prochaine, déjà, il faut que tout se mette en œuvre, dévoué à l'ouvrage, comme dit notre hymne. Je pense que à des moments dans l'histoire politique des pays, tous les fils, à un moment, font table rase et regardent dans la bonne direction pour un bon moment. Pour le Tchad, je pense personnellement que les étoiles sont alignées pour qu'on commence quelque chose de bien dans le développement. En commençant naturellement, je pense que la sécurité est acquise, la défense est assurée, la stabilité est retrouvée, mais le développement social, on doit sérieusement s'y attaquer. D'abord, moi qui suis des secteurs éducatifs, la mère des réformes pour moi, c'est l'éducation. Et dans le programme politique du président, c'est au centre. Cette éducation, je veux dire, dans le système éducatif, dans son ensemble. Quand je parle du système éducatif, les gens confondent un peu. Quand on parle du système éducatif, nous, il y a la maternelle, donc le ministère de l'Action sociale. Il y a la petite enfance. Il y a l'éducation, je vais dire, classique,
du ministère de l'Éducation classique que vous connaissez, la formation technique et professionnelle, il y a la culture, il y a la jeunesse, il y a le sport, qui se regroupent tous pour former ce qu'on appelle les systèmes éducatifs. Et autour de ce système éducatif, on a 8 académies. Le Tchad, vaste qu'il est, 23 provinces, est partagé en 8 grandes académies. Autour de ces 8 grandes académies, les sports, ça doit être les pépinières pour les sportifs. Oui. La culture, ça doit commencer là-bas. Les vivre ensemble et la cohésion, c'est là-bas. Mais aussi, il faut avoir un bon curriculum. Il faut avoir l'éthique. Il faut avoir... il faut donner à ce qu'il y ait les filles à l'école. Le décrochage scolaire est encore très élevé au Tchad, particulièrement chez les filles. Il faut aussi la formation technique et professionnelle. Il faut un carnet de suivi de l'enfant. Il faut un système d'orientation. Donc, la mère des réformes, à titre personnel, et dans le programme aussi, c'est d'abord l'éducation. Merci. Oui. Merci à vous, Dr Mahmad Borgou Hassan. On voit très clairement que pour vous, on n'est plus dans le Tchad d'avant-transition. C'est terminé. On a fini de reformer l'État, on a fini de redéfinir les bases du jeu politique au Tchad. Et on est maintenant dans cette période-là qui devrait être la période où on sert les Tchadiens et où on ne sert plus effectivement certains intérêts ou des intérêts égoïstes de certains acteurs qui ont pendant toutes ces années-là posé un certain nombre de conditions et qui sont désormais de retour au Tchad et qui devraient, s'ils souhaitent faire de la politique, réellement s'engager dans un jeu politique non armé afin de pouvoir conquérir le pouvoir. Alors, Hissène Adamou Camara, on va dire que c'est terminé. Terminé le temps, effectivement, des négociations à Doha. Maintenant, on est... de toutes les façons, on ne peut pas négocier tout le temps, tout de même, puisqu'on est en politique. À un moment donné, il faudrait que les acteurs, selon la loi fondamentale et les droits qui ont été garantis, des acteurs notamment qui s'engagent sur le jeu politique, qui puissent rivaliser d'adresse. Est-ce que vous partagez ce point de vue actuellement où le pays entame le premier mandat de cette 5e République? Moi, je pense que nous sommes dans l'heure du travail. Je pense qu'on a eu 3 années pour pouvoir déjà se reconstituer, 3 années pour se pardonner, 3 années pour discuter et continuer la discussion. Après ces 3 années, nous sommes maintenant dans la phase du travail. La main reste toujours tendue pour ceux qui sont encore très loin et qui ne sont pas encore joints. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la question qu'on pourrait poser. Est-ce que jusqu'à quand? Je pense qu'on ne peut pas couper cette main. Elle doit encore rester tendue parce qu'on pense qu'il y a des enfants du Tchad qui sont encore à l'extérieur ou qui sont loin de leur famille parce qu'ils sont mécontents. Et je pense que le président général l'a toujours très bien fait. Et je pense qu'on va continuer par garder cette main tendue tout en avançant vers le développement. Ça ne va plus être notre priorité, c'est sûr. Mais nous pensons que le plus important a été abattu. La plus grande partie des mécontents est déjà rentrée. Nous allons travailler à présent. Vous avez vu à travers déjà le programme qu'il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Et chaque chantier, quand on s'y plonge, est plus important que l'autre. Quand on regarde les détails, il y a beaucoup de choses importantes à faire. Tout à l'heure, quand on parlait déjà des 200 coalitions et de toutes ces organisations de la société civile qui se sont joints aux candidats, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Et je pense que ceux qui sont encore dehors, il y a aussi du travail pour eux. Ils n'ont qu'à déjà déposer, enterrer la hache de guerre et revenir. Le pays est tellement vaste, ça fait 1 284 000 km² et il y a du travail pour tous. C'est fini le moment de continuer par se regarder en chien de faïence. C'est le moment maintenant de se mettre au travail. Que chacun vienne avec son intelligence pour rajouter aux intelligences déjà existantes. Et ensemble, nous avons un grand Tchad à construire. Alors, Maître Janvier Momo, il faut dire que le général Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas que construit la paix, il a également préparé la guerre. Peut-être pour ceux qui, au lendemain de cette investiture, voudraient repartir dans des bonnes vieilles habitudes. On voit le Tchad, par exemple, avec son armée aérienne qui s'est équipée notamment de drones et même de drones d'attaque qui portent des capacités notamment offensives et même à titre... et des capacités qui pourraient permettre même une anticipation, comme on a vu au-delà même des frontières du Tchad, aux frontières du Tchad. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on ne devrait pas s'inquiéter parce qu'il n'y a finalement pas que le dialogue? Si jamais on devait continuer, il y a également un système
de défense qui a été maturé pendant ces 3 années et qui peut permettre au Tchad de faire face et d'être paré à toute éventualité? Je pense que Dr Hissène a parlé tout à l'heure de la main tendue. Vous savez, la main tendue a 2 rôles. Un rôle de paix et un rôle de guerre. Parce que quand la main est tendue, si vous n'ouvrez pas la vôtre pour la recevoir, elle se ferme et elle devient le coup de poing. Donc, c'est ce que le maréchal, le général Mohamed Idriss Déby devra faire. C'est-à-dire maintenir la main tendue et être capable de la fermer. Ça devient le poing. Et ça dit parer à toute éventualité pour ceux qui ne veulent pas la paix au Tchad. Parce que l'aspect sécuritaire au Tchad est un gage du développement du Tchad. Monsieur Fondok, on vient de parler de l'or de Kouri. Alors, imaginez un temps soit peu que les partenaires des pays du Moyen-Orient arabe, qui sont des gros acheteurs d'or, s'intéressent à l'exploitation en partenariat avec le Tchad et que la zone est en insécurité. Qu'adviendra-t-il? Les partenaires vont vous dire, on n'apporte pas les mallettes d'argent là où il y a les bruits de la Kalachnikov. On n'apporte pas les mallettes d'argent là où il y a les bruits de bottes. On ne marche pas avec les mallettes d'argent là où le sang coule. Ce sont des éléments importants. Donc, le général a compris, en tant qu'un homme de rang, que tous ceux qui préparent la paix, tous ceux qui aiment la paix, doivent préparer la guerre. D'où ces drones. Parce qu'on connaît. Et les officines dont parlait Dr Mohamed tout à l'heure, les officines sont là, c'est-à-dire les officines de déstabilisation du Tchad, parce que il faut comprendre que tout le mécanisme de développement de l'Afrique est basé, est contrarié par les officines qui nous ont transformés en pierre de Sisyphe. La pierre de Sisyphe, c'est quoi? C'est que Sisyphe est condamné à rouler une pierre de la base jusqu'au sommet. Et au sommet, il pense que le travail est terminé. Lorsque la pierre est arrivée au sommet, il y a une main noire qui repousse la pierre redescend à la base et il doit redescendre chercher la pierre pour remonter. Voilà le cycle dans lequel l'impérialisme et les officines plongent l'Afrique. Lorsque qu'un pays retrouve la paix relative, les officines réactivent. Ils réactivent tous les ingrédients qu'ils ont laissés. On vient, on arme une partie, on dit écoutez, si vous faites ceci, nous allons vous encourager à prendre le pouvoir au niveau de N'Djamena. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux politico-militaires de sortir de la brousse et de sortir des dunes, des sables, de revenir construire le Tchad en plein jour. Pas le Tchad de la nuit, avec les Kalachnikov et autres. Donc, le général s'est paré à toute éventualité, M. Fondok. Les drones, aujourd'hui, permettent de participer à la guerre asymétrique, pas en tant qu'un fait. Parce que, vous savez, les politico-militaires au Tchad, c'est aussi des organisations très lâches qui attendent des moments cruciaux pour remettre la sécurité du pays sur la table et distraire le gouvernement à s'intéresser à eux. N'oubliez jamais qu'au moment où on vole 103 enfants tchadiens à Béché, le général, le feu maréchal du Tchad est en Libye dans les négociations avec certains des politico-militaires pendant qu'on est en train de voler 103 enfants au Tchad. Une certaine organisation qu'on appelait l'Arche de Zoé, oui. Un certain Éric Breteau, des voleurs d'enfants qui devaient arriver en France et livrer ces enfants à qui? Au docteur François Sarkozy, le frère cadet du président Sarkozy, qui était un pédiatre et dont les parents, les LGBT, qui ont besoin finalement des enfants, ont besoin des enfants qu'on va leur importer des pays d'Afrique pour qu'ils disent qu'ils sont LGBT, mais ils sont pères d'enfants. Donc c'est pour dire que l'insécurité n'est pas un gage du développement d'un pays. Et que le général a compris que ceux qui veulent la paix doivent préparer la guerre, doivent être prêts à faire la guerre contre ceux qui naturellement ne veulent pas prendre la main tendue. Donc, pour nous, il est question, M. Fondok, et pour sortir, de dire à tous ceux qui veulent le développement du Tchad que la sécurité du Tchad passera avant toute chose. Lorsque vous rencontrez des partenaires, moi je suis venu ici avec des partenaires brésiliens en 2019. Dans l'aéronef, ils vous posent
une seule question, à maintes reprises, M. Fondop. Est-ce que nous lisons qu'il n'y a pas la paix, elle n'est jamais totale, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est un élément qu'il faut éliminer pour rassurer les partenaires qui vont venir. Et pas seulement les partenaires étrangers. Parce qu'un pays riche, c'est un pays qui a formé une caste d'hommes d'affaires locaux. Si Dr Hissène, Dr Mohamed sont des milliardaires tchadiens, leur argent dans les banques tchadiennes reste dans les banques tchadiennes. Alors que lorsque c'est de l'argent des partenaires, à tout moment, ils peuvent expatrier leur argent. Et les banques n'ont pas la possibilité de financer l'entrepreneuriat local. C'est-à-dire, un homme d'affaires vient à la banque pour avoir des liquidités et réaliser des marchés. On va lui dire qu'il n'y a pas suffisamment de liquidités parce qu'on a expatrié ses fonds. Donc, un pays, pour se développer, non seulement a besoin de cet aspect sécuritaire, mais il faut former une caste d'hommes d'affaires des nationaux. Regardez le cadre du Cameroun. Prenons l'exemple du pays du Cameroun. Mais tout ce que vous voyez au Cameroun, 83% de tout ce que vous voyez au Cameroun appartiennent aux Camerounais. En industrie, en commerce, en tout. Et c'est ça, jusqu'à aujourd'hui, qui tient le Cameroun. À un moment donné, lorsque certains pans sont en train de fléchir, il y a ce côté que les hommes d'affaires camerounais tiennent l'économie du Cameroun à deux mains. Et cela est très très important. Parce que vous ne pouvez pas avoir une économie extravertie. Où on parlait de milliardaires, mais il n'y a aucun Tchadien qui est milliardaire. Ça va ressembler à un pays d'Afrique de l'Ouest où on parle toujours de croissance, mais l'autre jour, il frappe la porte des pays pauvres très endettés. C'est très inquiétant. Je parle de la Côte d'Ivoire. C'est très très inquiétant. Donc il faut une caste d'hommes d'affaires véritablement tchadienne. Oui, il faut enrichir les Tchadiens et pas des voies normales. Regardez la guerre, la guerre spéciale de la Russie en Ukraine. Mais si Poutine n'avait pas ses oligarques, avec les fonds souverains qui sont bloqués avec le système SWIFT, on a tout bloqué qui appartenait à la Fédération de Russie à l'extérieur. Mais M. Fondop, si sur le plan intérieur, il n'y avait pas de la richesse des Russes, mais c'est que la guerre, ils sont tombés parce que la guerre aujourd'hui n'est pas seulement le bout du canon. Il faut expliquer la vraie guerre est économique. C'est-à-dire on vous empêche même d'acheter la moindre arme pour vous défendre. Et là, c'est la vraie guerre. Donc pour nous, il est question, et pour répondre à votre question et sortir enfin, il est question de dire que le Tchad s'est préparé pour affronter toutes les menées subversives d'où qu'elles viennent. C'est-à-dire, si ces politico-militaires se réveillent, ils vont trouver en face garçon, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, la paix au Tchad aujourd'hui est le véritable gage du développement de la République du Tchad. Et cette paix, elle intéresse non seulement la CEMAC, mais aussi les leaders panafricains que nous sommes. Nous qui sommes en train de lutter pour une Afrique nouvelle, une Afrique qui appartient aux Africains, une Afrique où les Africains eux-mêmes définissent les politiques de développement et une Afrique qui sera désormais respectée et aura un point de vue respectable sur le plan international. Voilà, messieurs, et rappelez que le général Mahamat Idriss Déby Itno a déjà frappé en dehors du territoire tchadien avec des moyens aériens tchadiens. On se souvient, c'était en Libye. Certains groupes avaient pensé, encore une fois de plus, qu'il y avait une possibilité de rentrer dans la danse par les armes et ça a été de la désillusion. Par rapport à la question de la sécurité, je pense que quand même tous les outils sont là, la force est là, je veux dire. Capacité pour sécuriser le pays et surtout pour vraiment se donner les moyens de son développement sont là. À ce niveau-là, moi je pense que c'est acquis. Et sans faire beaucoup de bruit ni tapage, mais ceux qui s'attarderont à commettre des désordres ou à penser que voilà donc les forces de sécurité vont dormir sur l'oreiller et qu'ils vont faire des désordres, je pense que le réveil sera difficile. Donc à ce niveau, moi je suis très rassuré. Par rapport à la question vraiment de développement, tout à l'heure j'ai parlé. Donc pour moi, le premier chantier, parmi les premiers chantiers, l'éducation. Deuxième élément important, c'est cette question de la souveraineté alimentaire. On doit produire ce qu'on mange. Dans le programme politique du chef de l'État, qui est aujourd'hui maintenant donc notre plan de développement, on doit développer notre agriculture et organiser l'agriculture dans son ensemble, donc l'élevage et la pêche compris. Les Tchadiens doivent
commencer à produire ce qu'ils mangent. Il y a un projet qu'on dit de l'estomac, c'est-à-dire du champ à l'estomac. Aujourd'hui, il est arrivé qu'on exporte, qu'on importe du riz, alors qu'on a des millions, je veux dire des dizaines de milliers d'hectares arables, de terres arabes. Il nous est arrivé d'importer... Je vous prie d'aller vite sur cette voie, Dr Borgo. Vous savez qu'on a déjà discuté de cette question. Alors, je voulais juste la conclusion sur ce qui change après. On a dit au plan sécuritaire, plus rien à craindre. Parce que plan sécuritaire, validé. L'éducation, ça doit être, je pense, la mère des réformes, une des priorités absolues. Notamment pour la souveraineté alimentaire, tout ce qui est agriculture, élevage, je pense, avec la prochaine session agricole qui va commencer, donc campagne agricole qui va commencer, vous allez voir les premières actions. Même les génies militaires vont descendre sur le terrain pour vraiment booster ce développement. Merci. Troisièmement, la question de l'énergie. Et ça, je ne peux pas m'en passer. Ce n'est pas la logique du débat. Je vous prie d'aller vite parce que le débat, c'est ce qui change après. Et nous étions là sur un axe bien précis, c'est celui de la sécurité et de la stabilisation du Tchad. Ça, pour moi, il n'y a pas de raison à s'inquiéter. Le Tchad est solide. Et c'est tenu vraiment par des structures et des hommes et des femmes vraiment, que je veux dire des FDS solides. Donc sur ce point, la question de la sécurité, de la stabilité, je ne bavarde même pas moi. Je pense que c'est déjà acquis. Alors, je me retourne très rapidement vers vous, Hissène Adamou Camara. Alors, vous n'êtes pas surpris du déroulement du processus électoral, dans le calme, dans la sérénité, et vous n'êtes pas également surpris du fait que les candidats qui ont participé à ces élections à la fin, que certains candidats félicitent directement le général Mahamat Idriss Déby Itno pour sa brillante victoire, et que certains, même après avoir quand même tergiversé, finalement, après la décision du Conseil constitutionnel, acceptent de cheminer dans ce nouvel ordre qu'impose cette élection présidentielle avec la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno. Vous n'êtes pas surpris? Non. Rassurez-moi, parce que... Voilà, êtes-vous surpris ou pas? Non du tout, je vous dirai tout de suite que je n'ai jamais été surpris, parce qu'il faut dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno a été élu par les centres. On va essayer de cartographier très rapidement le Tchad, et puis on verra quel est donc cet électorat dont a bénéficié le président Mahamat Idriss Déby Itno. Donc il y a le nord, le centre et le sud. Dans le sud, il y a 3 régions. On va voir que tous les autres candidats qui ont bénéficié d'un électorat et qui l'ont bâti peut-être dans le Logone oriental, le Logone occidental, ça reste juste de petits viviers électoraux sur lesquels ils ont pu obtenir la grande partie de leurs électeurs. Donc c'est des candidats régionaux. Par contre, pour vous dire que Mahamat est élu par l'ensemble des Tchadiens, vous allez voir qu'au nord, non seulement au nord, il a fait le plus de 80%, au centre, il a fait plus de 60, plus de 70, plus de 50. Vous allez voir, même au sud, il y a des zones où il a eu plus de 50, plus de 40. Vous allez comprendre que c'est l'ensemble des Tchadiens qui se sont levés pour dire que cet homme est celui-là qui remplit effectivement toutes les qualités que les Tchadiens recherchent. Donc maintenant, après cette élection, il faut dire que le plus grand travail commence. Pour nous d'autres, on est en train d'espérer de voir ces Tchad où les jeunes et les femmes ont de l'espace. On rêve de voir ces Tchad où les entrepreneurs exercent pleinement leur activité. Mais est-ce qu'on doit encore rêver? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il n'est pas question de rêver parce que vous avez le programme du candidat devant vous et parmi les 100 chantiers, il a été mentionné très clairement ce que la jeunesse tchadienne est en droit d'attendre au terme, après cette investiture. Ce programme, c'était d'abord un rêve vendu. Là, nous entrons directement dans la phase de réalisation et j'espère que tout Tchadien attend de voir ces rêves-là se réaliser. Et donc, nous sommes confiants parce qu'on s'est dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Le président Mahamat, pour pouvoir dire que c'est un homme qui respecte ses engagements, il faut juste voir son bilan. Déjà, pendant la transition, il y a déjà des engagements qui ont été pris.
Et ces engagements, étape après étape, même s'il y a des manquements, il a réussi à remplir l'ensemble des programmes pour sortir le Tchad définitivement de la situation. Et en ce moment, dans la sous-région, et même dans l'Afrique, comme à tous les autres pays qui sont encore dans la situation, nous sommes les premiers à sortir. Et là, on peut dire que ce monsieur, il peut remplir l'ensemble des programmes, tous les 12 chantiers et les 100 programmes qui sont inscrits dans son programme de société. Ça, il n'y a même pas de doute. Alors, le Tchad, premier assorti de la transition parmi l'ensemble des pays de la bande sahélo-saharienne qui ont connu des attaques terroristes d'envergure et qui aujourd'hui, pour plusieurs, connaissent encore malheureusement une insécurité qui les empêche d'ailleurs de mettre fin au programme de transition en cours. Le Tchad a terminé sa transition. Je voudrais maintenant que le docteur... Voilà, permettez... oui, parfaitement. Je voudrais maintenant que le docteur Mahamat Borgou puisse nous dire s'il y a encore raison de s'inquiéter est-ce qu'il y a encore raison de s'inquiéter aujourd'hui Non, pas avec du cette tout. prestation de serment En générale? fait, inquiéter, non, pas du tout. Parce Sur la que même... stabilité. Non, la question de la stabilité, bon, les défis sont énormes. Comme je l'ai dit, les défis sécuritaires, personne ne les maîtrise. Mais en réalité, le Tchad est solide. Son armée liée, ses services de sécurité y travaillent. Et les Tchadiens aussi ont, je vais me permettre de dire vraiment, on a entré l'âge de guerre. Et maintenant, ce qui doit être en face, c'est vraiment aller vers le développement. Et pour aller vers le développement, j'y reviens dessus tout le temps. Pour la simple raison que c'est pas sûr que tout le monde souhaite avoir, j'ai dit, il y a aussi des ennemis du Tchad qui ne dorment pas. Il y a des officines qui ne dorment pas. Et ces officines pensaient réellement qu'on n'allait pas réussir la transition. Le général a réussi sa transition. Que les élections vont vraiment... Mais je vous dis qu'il y a des officines qui ont même fait... je ne sais pas, donc... qui ont prédit des scénarios... Malheur, oui. Des scénarios catastrophiques. Heureusement, et Dieu merci, tout s'est bien passé. Demain, c'est-à-dire après-demain, demain, une fois la fête terminée, on va commencer à mettre en œuvre le programme politique. On est sûr que les mêmes officiers vont commencer à mettre les bâtons dans le roue. C'est là où on doit travailler les consciences, je vais dire, populaires, pour qu'ils se disent, quand on s'attaque au développement, on doit réformer. Quand on réforme, on ne fait pas que des plaisirs. Hein. On est obligé d'arrêter certaines dérives, d'enfermer certains. On est obligé d'arrêter la gabegie. On est obligé d'assainir. On est obligé de sévir. On est obligé de sanctionner. On est obligé d'enfermer. On est obligé. Sinon, on n'aura pas cette justice sociale qu'on cherche. On n'aura pas ce développement. On n'aura pas cette bonne gouvernance qu'on envie aujourd'hui. Ça, c'est dire que les Tchadiens en face des Tchadiens unis aujourd'hui, ils vont avoir des ennemis, peut-être de l'intérieur, d'autres des officines, qui souhaiteraient nous voir dans... Parce que ça arrange la situation où on est divisé, où on a que des problèmes, etc. Donc ça, c'est le premier défi. L'autre défi, quand vous voulez développer même un petit projet, il faut avoir un esprit d'équipe. C'est serrer la ceinture autour du chef et suivre la vision du chef. On ne peut pas, certains marquer les pas, d'autres tourner au rond, d'autres suivre l'élan du développement. Il faut faire confiance au dispositif que le chef d'État va mettre en place. Parce que si aujourd'hui, les présidents élus mettent en place une équipe, cette équipe élabore un chronogramme pour mettre en œuvre le programme politique, ce chronogramme-là, il faut que les acteurs, d'où qu'ils soient, dans des territoires ou au niveau international, nos amis, nos partenaires, nos voisins, les Africains aussi, nos intellectuels, nos penseurs, nos artistes, il faut qu'ils nous aident, il faut qu'ils aident le Tchad, il faut qu'ils aident le président Mahamat à mettre en œuvre ce programme. Aujourd'hui, si je me dis que, si je dis sur ce plateau que
les défis sont faciles, on a le président a gagné, d'ici 5 ans, on va faire du progrès, naturellement. Rassurez-vous, docteur. Ces progrès-là... Rassurez-vous, docteur, on n'est pas là pour vous demander de dire que tout est facile. On va vous questionner pour comprendre, effectivement, comment est-ce que vous allez le faire. Alors, la prochaine interrogation qui va être posée sur ce plateau, c'est sur la formation du futur gouvernement. On sait que la candidature du général Mahamat Idriss Déby a été soutenue par, mais alors, des coalitions assez importantes ici au Tchad, des fédérations, j'allais le dire, de la société civile, de l'opposition, des fédérations même au sein de la classe intellectuelle. Alors, il est clair que l'un des grands défis serait d'avoir après cela un gouvernement qui soit un gouvernement aussi qui représente justement l'hypermobilisation qui a été observée autour de sa candidature et aussi en même temps qui ne soit pas pléthorique parce que l'idée n'est pas de partager l'idée ici, puisqu'on veut faire de la justice sociale, l'idée n'est pas donc de dilapider encore, d'éparpiller les ressources de l'État pour que ceux-ci ne puissent pas à la fin se retrouver à permettre aux Tchadiens les plus démunis, les femmes et les enfants particulièrement, de pouvoir jouir également de la justice sociale que doit apporter l'État. On va en parler sur ce plateau, docteur, et vous allez nous apporter effectivement certainement des contributions. Alors, vous étiez en train de dire qu'on ne doit pas s'inquiéter quant à la situation, quant à la stabilité actuelle que connaît le Tchad, qui a été mis en place durant la transition, qui a été consolidé à travers de grands dialogues pendant la transition et qui, aujourd'hui, a les bases suffisamment solides pour perdurer et que le grand challenge maintenant, c'est celui du progrès social. Celui du progrès social. Et nos partenaires, particulièrement, j'y reviens dessus. Lorsque la transition a commencé, avaient beaucoup sollicité à ce que les Tchadiens, surtout le responsable, le CMT, les responsables de la transition, sous phase de concession, soit inclusif et gère l'État de façon consensuelle, et ce qui est fait. Les dialogues, c'est un dialogue très ouvert, souverain. Ces résolutions ont été appliquées à la lettre, ce qui nous a acheminé vers le référendum. Un référendum où les Tchadiens sont massivement sortis pour dire un oui franc, sans ambiguïté honnêtement, un oui franc, et après des élections apaisées. On attend à ce que dans ça, l'essentiel des fonds utilisés pour faire toute cette transition, c'est les fonds, les maigres ressources du Tchad. Les partenaires techniques et financiers ont investi moins de 10% de ce qui a coûté surtout le processus électoral. Bien que c'est un processus électoral pour le Tchad, mais il y a quand même des mécanismes internationaux qui doivent accompagner le Tchad. Sur ça, je suis au regret de dire qu'ils n'ont pas aidé le Tchad du tout. Alors, était-il de leur intérêt? Non, en fait, ils pensaient réellement que les choses... de voir le Tchad. On connaît un partenaire... Non, en réalité, ils ne pensent pas que les choses allaient se passer comme ça. Maintenant, pour nous, et pour le général particulièrement, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de crédibilité. On a atteint une phase, c'est clos. La phase suivante, pour le développement, le Tchad a besoin d'être accompagné. Pour qu'il soit accompagné, on ne veut pas de promesses inutiles. Alors, on ne veut pas vraiment voilà, donc on dit ok, le Tchad doit faire, le Tchad doit faire. On l'a fait. On va continuer aussi à faire. Le Tchad va continuer à honorer ses engagements à tous les niveaux, le président l'a dit. Alors, on tourne la page. Ça, on l'a très bien suivi. On tourne la page de l'organisation du processus électoral qui a été un vrai succès. On le sait. On tourne également la page de la stabilisation de la paix et de la stabilité au Tchad, savamment construit par le général Mahamat Idriss Déby Itno. On le sait. On sait qu'il a les capacités d'être le patron sécuritaire qui maintient le Tchad dans cette quiétude qu'on a vue pendant la période électorale. Aucun mort à signaler lié au processus électoral, il faut bien le dire, et aucun manquement logistique pendant l'organisation. Vraiment, je ne voudrais plus qu'on revienne là-dessus, et je voudrais maintenant qu'on aille directement, comme le thème de cette émission l'indique, sur ce que sera ce Tchad-là après l'investiture qui interviendra dans quelques heures du général Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, je vais commencer par vous, Maître Janvier Momo. À quel Tchad faut-il s'attendre? Rappelez que le général a été porté par des hordes de la société civile, des partis politiques qui même avant étaient dans l'opposition, et donc une coalition au total de plus de 227 partis politiques et des fédérations entières de la société civile.
Comment est-ce qu'on construit un gouvernement après celui-là, Maître Momo? Merci. Votre question, elle est à la fois très technique et très journalistique. Comment construit-on un gouvernement dans ce cadre? Je puis vous dire, sans risque de me tromper, qu'après les élections, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son équipe ont encore une autre élection dans la tête. C'est la composition de ce gouvernement. Et vous me posez la question de savoir comment on fait. On appelle tous ceux qui se sont coalisés pour accompagner, premièrement. On leur dit, vous avez donné le pouvoir politique, c'est-à-dire l'exécutif. Maintenant, l'exécutif doit être accompagné par le législatif et surtout par les locales. Lorsque le législatif et le local se déroulent, il y a une sorte de répartition des compétences parce qu'il ne suffit pas de se battre pour choisir le chef de l'État. Il faut se battre dans des circonscriptions électorales où on s'est évertué à se faire élire, soit comme député, soit comme sénateur ou soit comme conseiller municipal. Alors, en l'état actuel des choses, les élections législatives et les locales sont à venir. Et on est dans l'urgence d'un gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les membres de la coalition. On leur dit, première étape, nous avons gagné. Il reste deux autres étapes, les législatives et les communales et les locales. Pour le moment, dans l'urgence du gouvernement que nous allons former, voici ce que nous allons faire. Tout le monde ne peut pas assister au gouvernement. Il ne va pas faire un gouvernement de 200 personnes. Je pense que mes frères tchadiens, ils le comprennent. On ne peut pas. Donc, on va choisir quelques personnes qui vont accompagner quelques personnes de la coalition. Et après, et même hors de la coalition, le chef de l'État, dans le souci de la cohésion de la République tchadienne, il est libre, avec ses pairs, de dire que telle personnalité est intéressante pour nous. On peut même choisir quelqu'un qui n'était pas de votre obédience, mais qui est tchadien. Parce que après-demain, le général Mahamat Idriss Déby Itno devient le président de tous les Tchadiens. En plus. En plus, oui, il n'est pas seulement le président de la coalition, il devient le président de tous les Tchadiens. Alors, si il a un technocrate qui n'était pas de sa coalition, ou même du MPS, et qu'il pense qu'il peut apporter quelque chose de positif au Tchad, mais pourquoi ne pas lui faire confiance? C'est ça le rôle du chef de l'État. Donc, pour l'instant, ceux qui l'ont accompagné ont la priorité. Parce qu'ils ont fait un saut dans le vide. Et le saut dans le vide s'est avéré que ce n'était pas un saut pour tomber dans un ravin, c'était un saut pour atterrir quelque part. Et lorsqu'on atterrit quelque part, il faut bien qu'on en bénéficie. Donc, dans l'urgence, et pour répondre clairement à votre question, ne pouvant pas nommer ou donner des responsabilités à tous les membres de la coalition, il est obligé, en tant que chef de l'État, investi de pouvoir exécutif, il est obligé de choisir et de rassurer les autres. Rassurer les autres. Rassurer les électeurs qu'après la présidentielle, il y a les législatives, il y a les locales. C'est après l'ensemble de ce vote, M. Fondon, que le général Mahamat Idriss Déby Itno va former un véritable gouvernement. Donc le gouvernement qu'il va pondre ou qu'il va poindre d'ici peu de temps, ça ne sera pas un gouvernement de représentativité, non. Il faut former un gouvernement d'après-transition. C'est après ce parterre d'élection que maintenant, il doit former un gouvernement. En sachant que certains qui l'ont accompagné à la présidentielle, Dr Mahamat, sont devenus des députés, d'autres sont devenus des sénateurs, d'autres sont devenus des maires, ainsi de suite. Il aura consolidé le parti. Et encore, un autre point. Il ne suffit pas de donner le pouvoir au chef de l'État. Encore faut-il l'accompagner dans la prise de décision à travers les lois à l'Assemblée nationale. Sinon, à un moment donné, nous l'avons vu dans des systèmes politiques, dans d'autres États, où le chef de l'État ne peut pas agir parce qu'il a les bras liés au niveau de l'Assemblée nationale, n'a pas la majorité. Ça veut dire que ces projets de loi et les propositions de loi de ces députés, quand ils ne sont pas majoritaires, ils ne passent pas. C'est le cas notamment de la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. C'était cela. Nous l'avons vu.
Donc, vous êtes investi du pouvoir exécutif, mais vous ne gouvernez pas pleinement. Donc, vous nous donnez donc l'occasion, pour répondre à votre question, de dire à la coalition qui vient d'accompagner le général Mahamat Idriss que le travail n'est pas fini. Que le travail n'est pas achevé. Il ne faut pas commencer à se coucher sur la moquette et dire que nous attendons le gouvernement. Non, c'est maintenant que le grand travail arrive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, après la présidentielle, le général a une autre élection, a un autre problème dans la tête. C'est qu'à l'Assemblée nationale, et au Sénat, il est des parlementaires qui soient capables de faire passer ces projets de développement de la République du Tchad, qui ne soient pas butés parce qu'il n'a pas la majorité nécessaire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, docteur Borgou, on dirait qu'on n'est pas sorti de l'affaire. L'affaire n'est pas pliée. En tout cas pour les 237 partis politiques qui ont accompagné, les plus de 227 partis politiques qui ont... Je reformule ma question. Donc on dirait que l'affaire n'est pas pliée pour les quelques 227 partis politiques et plus qui ont porté cette candidature du général Mahamat Idriss Déby Itno. Parce que quoi qu'on dise, les locales c'est bientôt et comme Maître Momo est en train de le dire, il faudrait aller jusqu'au bout et faire en sorte que le candidat puisse avoir les majorités qu'il faudrait pour implémenter sa politique, particulièrement à l'Assemblée nationale. Vous, est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, en partie oui. En réalité, par rapport aux formes de gouvernement, à la nature, comment ça sera, composition, etc., je suis très mal placé pour éventuellement donner des éléments d'éclaircissement. Je vais peut-être dire mes souhaits. Les souhaits peut-être de la plupart de nos compatriotes ici. C'est vraiment un gouvernement qui peut mettre en œuvre le programme politique du chef de l'État. Et ça, je crois, c'est à la discrétion du chef de l'État. Quand il a eu à faire former plusieurs gouvernements, et donc je lui fais entièrement confiance. Je suis très conscient que les décents ne peuvent pas entrer dans le gouvernement. Mais ce qui est important pour moi à ce stade, c'est que le gouvernement qui sera mandaté demain ne va pas chômer. Parce que le programme est dense. Et les attentes sont énormes. Mais il ne faut pas casser la coalition non plus. Parce que si certains ne comprennent pas, on voit par exemple le cas, toujours dans un pays pas très loin du Tchad, où il y a eu une belle coalition au moment de l'élection présidentielle, mais avant même la formation du nouveau gouvernement, il se trouve qu'il y a eu une coalition dans la coalition. Alors, est-ce que cela n'est pas à craindre? Je parle bien sûr de ceux qui peuvent estimer à un moment donné qu'ils ne sont pas pris en compte et qui peuvent avoir un certain ressenti par rapport aux efforts qu'ils pourrait penser avoir fourni pendant la campagne. Connaissant les valeurs du général, le président élu, sa vision est très claire. Ceux qui vont intégrer l'équipe doivent suivre cette vision. Et ça, je ne pense pas qu'il faut intransiger dessus. Donc, je pense que toute la coalition, s'est entendu autour du programme. Il n'y a pas un autre programme. C'est le programme du président Mahamat, désormais président de tous les Tchadiens. Donc, dès qu'il donne le go, l'équipe qui sera mise en place, tous ceux qui veulent vraiment suivre le mot d'ordre de la coalition doivent forcément suivre. Et cette équipe, comme je l'ai dit, ne va pas chômer. Je veux pas on dirait que le docteur Borgou parle beaucoup. Vous êtes dans la politique et pourtant nous sommes chez Afrique Média. Vous savez, chez Afrique Média, on parle, on est dans la case familiale. C'est-à-dire que c'est sans langue de bois. On est en famille. Vous pensez que tu fais de langue de bois? Parce que vous savez que certains pourraient vous répondre que vous connaissez tous les intellectuels qu'il y a au Tchad, les fils et les filles du Tchad qui ont été ramenés au Tchad, qui ont brillé dans des grandes instances internationales et qui sont dans cette coalition, qui sont dans la coalition qui a porté le candidat. Alors, quelqu'un pourrait vous répondre que nous sommes, chacun pourrait s'estimer lésé du fait notamment de son pedigree, de son parcours. Non, je vous comprends très bien, mais en fait, la question de sa formation, du sacrifice qu'il a fait, etc., etc. Et donc, la question simple est, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Est-ce que pendant que vous discutez au sein de cette coalition, est-ce que vous comprenez qu'il sera important d'aller jusqu'aux prochaines élections avant de voir la vraie carte du pouvoir exécutif ou alors du pouvoir au Tchad de se décider afin que les uns et les autres puissent se dire finalement, voici ce que j'aurais pu obtenir au terme de l'ensemble de mon soutien au général? J'ai toujours la faiblesse de croire que
le général n'est pas un politicien qui fait de la politique politicienne. Il va s'attaquer au vrai dossier, à son projet. Et s'il veut s'attaquer à son projet, naturellement, il va le faire, et j'en suis convaincu, il va s'entourer des hommes et des femmes. Pas pour l'élection de demain, je ne crois pas. C'est pas un politicien, voilà, donc, classique où tout est calculé avec seulement de élection. Si c'est comme ça, la transition, il n'aurait pas réussi. C'est qu'un homme qui est droit dans ses bottes, qui a un objectif précis, et pour atteindre ces objectifs, il prend la décision compliquée. Et je pense qu'à ce niveau-là, ceux qui sont autour de la coalition vont comprendre plus ou moins l'état d'esprit du président de la République. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'en pense Hissène Adamou Camara, qui lui aussi a été vent debout pendant cette campagne électorale pour le général Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, est-ce que vous comprenez très clairement que le Tchad doit prévaloir et que pour ce qui est de la politique, même politicienne, l'investiture qui intervient demain et le gouvernement qui va se décider ne peut pas être définitif tant qu'on n'a pas réellement le poids des uns et des autres au terme des élections locales qui vont intervenir, notamment pour doter le Tchad d'un nouveau parlement. Ce que je pense, c'est qu'en ce moment, moi, je ne souhaiterais pas être à la place du général. Parce qu'il faut dire qu'autour de lui, non seulement il y a beaucoup de personnes, chacun en fonction de sa capacité à mouiller les maillots pour qu'on arrive à ces résultats, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes. Maintenant, quand on a été autour de lui pour pouvoir les porter au sommet de l'État, c'est qu'on a validé en quelque sorte les programmes qu'il porte. Il va falloir remettre un peu les programmes et les mettre en avant et demander à toute la coalition de porter d'abord le programme. Parce qu'on sait que il a 5 années. Et pendant les 5 ans, c'est-à-dire toute personne qui a mouillé les maillots et qui espère quelque chose pendant les 5 ans, beaucoup de choses vont se passer. Mais qu'en ce moment, tout le monde sait, à commencer par le général lui-même, que ce que les Tchadiens attendent en premier, c'est de sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes en ce moment. Tout le monde aspire à un changement. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire à avoir de l'eau, de l'électricité, amener ses enfants à l'école, etc., etc. En ce moment, ce n'est plus l'heure au partage, ce n'est plus l'heure du loisir ou du plaisir, mais c'est l'heure de travailler et de faire en sorte que les Tchad, d'ici quelques mois, que les Tchadiens disent « Ouf, c'est vrai qu'on a fait les bons choix ». Et pour ça, tout le monde doit être debout pour dire « Nous sommes là, à vos côtés », pour qu'enfin les Tchadiens sentent que les choix qu'ils ont faits est les bons. Alors voilà, M. Camara qui apporte une note d'espoir et surtout qui fait une conscientisation. Vous, Dr Borgou, vous avez dit que le général saura quoi faire le moment venu et qui n'est pas quelqu'un qui obéit forcément à la logique des politiques politiciennes, c'est le Tchad d'abord. Maître Janvier Momo, lui, il pense qu'il faut, pour ce qui est de la gouvernance, au lendemain de cette élection présidentielle, au lendemain de l'investiture du général, pour ce qui est de la gouvernance, il faudrait que ceux qui ont soutenu le général comprennent très clairement qu'ils doivent encore le soutenir et que le vrai équilibre ou alors leur vraie place ne sera finalement définie de façon durable qu'au terme des élections locales. Alors si on est d'accord, on va continuer. On est d'accord là-dessus. 3 positions différentes sur le plateau, 3 lectures, effectivement, qui nous permet un peu de comprendre ce que sera donc le Tchad après cette prestation de serment du général Mahamat Idriss Déby Itno, qui interviendra ici au Tchad, il faut le signaler, dans quelques heures, la date du 23 mai ayant été choisie. Alors, je voudrais maintenant que nous puissions continuer dans le débat en abordant un autre enjeu crucial, ce sera la question de l'argent. Parce qu'on sait que le général a promis beaucoup de choses, notamment dans le social. Il a promis de trouver 3 000 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans différents programmes pour permettre qu'il y ait effectivement ce bond qualitatif au plan social qu'attendent tous les Tchadiens après avoir passé, mais alors des décennies ou alors pratiquement toute leur vie, parfois dans une situation, on va dire, carrément d'obscurité pour certains qui rêvent d'avoir de la lumière, cette lumière qui est attendue. La lumière peut être l'électricité, ça peut être l'éducation, etc., pour pouvoir eux aussi rayonner. Alors, Maître Momo, oui, je vous adresse la première question. Oui. Alors, on voit la configuration actuelle, notamment géopolitique. C'est vrai que le Tchad
actuellement, avec le Fonds monétaire international, les choses vont plutôt bien. Il y a un programme actuellement, un programme élargi avec le FMI qui suit son cours avec des décaissements possibles. Mais on sait aussi que le Tchad va avoir à prendre des choix, des décisions géopolitiques et géostratégiques majeures qui pourraient quelque part pousser certains bailleurs de fonds à être utilisés comme étant des outils de pression pour faire en sorte que le Tchad puisse céder au plan géopolitique pour avoir de l'argent pour pouvoir investir notamment dans le programme. Alors, comment est-ce que le général va conjuguer de votre point de vue? Parce qu'il ne faut pas saper la souveraineté ou alors le leadership sécuritaire du Tchad ou alors la souveraineté du Tchad qui ne doit pas s'endormir dans le lit d'un soi-disant partenaire historique. Il faut que le Tchad se diversifie au plan du partenariat stratégique. Il faut aussi que le Tchad soit un bon ami du monde entier pour pouvoir capter les investissements directs étrangers qu'il lui faut pour porter sa politique. Alors, comment est-ce qu'on arrange tout ça? Premièrement, nous allons le noter avec les yeux grands ouverts que le Fonds monétaire international n'a jamais développé un pays. Je suis désolé de le dire. Le Tchad va devoir compter sur les ressources du Tchad. Et c'est là une forme d'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté qui sont constituées dans le programme du candidat et du président élu Mahamat Idriss Déby Itno. Où trouver les 3 milliards, je pense que c'est la question fondamentale. 3 000 milliards de francs CFA, ce n'est pas beaucoup, il faut le dire, mais ça peut être un vrai défi. Oui, où les trouver? On peut les trouver. On peut les trouver. Premièrement, l'éthique dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, les biens du Tchad ne doivent pas être les biens de certains Tchadiens. Les biens du Tchad ne doivent pas entrer dans des réseaux de corruption, de favoritisme, de détournement des deniers publics. Pour ce faire, premièrement, et je reviens là-dessus, il faut regarder les ressources du Tchad. Qu'est-ce que, pour avoir de l'argent, il faut pouvoir vendre? D'abord, M. Fondom, qu'est-ce que le Tchad a à vendre? Premièrement, aujourd'hui, au marché mondial, c'est le premier élément de commerce, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance attire les investisseurs. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Oui, la sécurité enrichit. Parce que quand vous êtes en insécurité, vous dépensez pour rechercher la sécurité. Vous achetez les armes, vous achetez les munitions, vous achetez toute la logistique de guerre, vous achetez du matériel, même de la nourriture pour maintenir les soldats au front. Oui, la sécurité, l'aspect sécuritaire, la bonne gouvernance, la sécurité est maintenant la maîtrise des ressources naturelles du Tchad. Quand je regarde les statistiques mondiales, comment on classe le Tchad parmi les pays pauvres, c'est faux. Le Tchad n'est pas un pays pauvre. Le sous-sol, le sol et le sur-sol du Tchad sont sauvagement riches. Il faut le dire aux Tchadiens. Le soleil que nous fuyons toute la journée là, c'est une richesse. Parce que dans d'autres pays, on recherche ce soleil pour s'enrichir. Ce soleil peut nous produire de l'énergie. L'énergie nous permet, lorsque nous la maîtrisons, de mettre sur pied des industries de transformation de nos matières premières. On n'exporte plus la colle arabique en brut. On essaie de transformer sur le Tchad en gagnant la plus-value et en gagnant au niveau de la résorption du chômage. Ça, c'est sur le plan énergétique. Un autre plan, c'est que pendant la transition, le général Mahamat Idriss Déby a marqué un point au niveau des leaders panafricains que nous sommes, M. Fondop. Nous l'avons vu aller en guerre dans la maîtrise du pétrole tchadien. Au point de rappeler, nous allons le dire, on est en Afrique média, on ne cache rien, au point de rappeler son ambassadeur en poste à Yaoundé, parce qu'il y avait des problèmes au niveau du pétrole tchadien. Il l'a résolu. Voilà comment on enrichit. Et lorsqu'il a terminé, il a créé immédiatement une société nationale qui doit gérer. Docteur Mahama, docteur Hissène, vous qui êtes tchadien, je pense que je ne suis pas en train de me tromper. À ce niveau, c'est de cette manière qu'on produit de la richesse. Parce que s'il ne le faisait pas, cet argent allait se volatiliser.
Cet argent allait se retrouver en d'autres mains. Les biens du Tchad allaient devenir les biens des particuliers qui n'ont pas de soucis pour le Tchad. C'est de cette manière qu'on garde l'argent dans le trésor public avec lequel on investit dans un pays pour le développer. Donc pour nous, il est question, je n'ai même pas parlé de l'agriculture. L'ancien directeur du pétrole, je ne sais pas, il pense qu'il est ministre aujourd'hui, l'ancien directeur général du pétrole, il a écrit un livre terrible sur l'agriculture au Tchad. Je l'ai lu, je l'ai épluché. Au Safagri, ici en 2015, lors du Safagri, il a présenté ce document et le maréchal de très regrettée mémoire l'avait félicité. C'est un ouvrage qui montre que l'exode rural des populations sans qualification professionnelle, courir, quitter les autres régions pour venir s'agglutiner à N'Djamena, on n'en a pas besoin. Il faut tout simplement regrouper les jeunes, les financer autour de l'agriculture et ils vont maîtriser cet élément pour apporter ce que nous pouvons appeler l'indépendance, c'est-à-dire que, comment on appelle ça sur le plan l'autosuffisance alimentaire, oui. Et lorsqu'on est autosuffisant alimentaire, ça nous empêche d'importer les œufs, ça nous empêche d'importer les poulets, ça nous empêche d'importer de la carotte, alors que le Tchad a l'une des meilleures carottes parce qu'elle a il faut déjà rassurer que le Tchad n'importe pas le poulet, contrairement à certains pays de l'Afrique centrale. Je parle de nos problèmes. Nous sommes des leaders panafricains, je parle de nos problèmes. Il y a des pays africains qui importent les œufs. Et nous le savons. Les œufs de poule, et nous le savons. Mais c'est une catastrophe. C'est de l'argent qui va enrichir les agriculteurs d'autres pays. Et vous avez vu la hargne avec laquelle le Tchad a dit « Je ne signe pas les accords de partenariat économique » parce que c'était le dernier baiser pour nos économies. C'est-à-dire, nous signons que les produits agricoles d'ailleurs entrent chez nous avec le bannissement des droits de douane. Ils font concurrence avec les produits de nos agriculteurs qu'ils prennent et mettent sous leur rayon. Alors, leur argent ne dort pas dans nos pays. Une fois entré dans les caisses, l'argent est expatrié pour développer leurs États. Donc, les 3 000 milliards. 3 000 milliards de francs CFA. C'est possible de les réunir. Et la hargne de cet homme sur le front, homme des rangs, nous l'avons vu, homme des rangs, de quoi il est capable, en première ligne au front. S'il prend cette première ligne sur le plan économique, sur le plan politique, le Tchad sera développé. À ce niveau, ne vous en doutez pas. J'ai parlé de la gouvernance. J'ai parlé des problèmes sécuritaires. Et à ce niveau, vous me donnez-moi la permission, M. Fondop, de dire aux politico-militaires du Tchad que ceux qui sont en brousse sortent. Parce que le Tchad n'a plus d'argent à dépenser pour la sécurité, pour les faire taire. Parce que le Tchad aujourd'hui est en recul. L'une des causes, ce sont les politico-militaires. Parce qu'à chaque fois que le Tchad se remet sur les rails, eux, ils créent un incident qui nécessite, M. Fondor, que la concentration du pouvoir vers le développement du pays se retourne vers la sécurité. Nous disons aux politico-militaires, nous leur avons dit en République centrafricaine, les 12 mouvements rebelles, vous vous souvenez, M. Fondor, nous leur avons demandé il y a 6 ans, sortez de la brousse. Parce qu'à un moment donné, vous ne pourriez plus faire ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on est où? Où est-ce qu'on en est? Ils ont finalement été combattus, il faut le dire. Bien sûr. Et même éliminés. Éliminés. Oui. Certains ont des mandats d'arrêt. Ils se cachent aujourd'hui au Soudan un peu partout. Nous savons où ils se trouvent. Donc nous disons aux politico-militaires du Tchad, on vous a donné l'occasion de sortir du maquis, de la brousse, et de vous revêtir du manteau du développement du Tchad. Il n'est pas question qu'au lendemain de l'investiture du général, qu'on nous dise qu'un front a encore déclenché à tel ou tel niveau. Je pense qu'à ce niveau, tous les pays africains doivent se réunir pour apporter la sécurité à chacun des pays lorsqu'il est en danger. Donc, M. Fondor, lorsque nous avons la bonne gouvernance qui exclut la corruption, les détournements des deniers publics, le favoritisme, lorsque nous avons la sécurité, c'est-à-dire à l'intérieur comme aux frontières, lorsqu'enfin nous avons la maîtrise de nos ressources naturelles, on peut avoir tout ce qu'on veut. Vous allez voir comment le Tchad va s'élever comme un seul homme. Et les Tchadiens, la force avec laquelle les Tchadiens viennent de donner le pouvoir au général Mahamat Idriss Déby Itno, c'est avec la même force qu'il doit s'élever pour développer le Tchad. Merci à vous. Alors, rapidement, Dr Barou, vous avez suivi l'introduction de ma question tout à l'heure. Il va falloir trouver de l'argent, c'est évident. On sait que le Tchad a
a à cœur sa pleine souveraineté. On sait que le Tchad également a à cœur de pouvoir diversifier son économie, donc attirer des investissements directs étrangers. On sait aussi que le Tchad a véritablement à cœur l'inclusion sociale qui permet d'avoir des retombées qui puissent être injectées directement dans des filets sociaux pour permettre aux plus démunis de pouvoir également aspirer au progrès. Alors, comment est-ce qu'on conjugue tous ces facteurs-là? Très bien. Donc, le couronnement ici... J'ai compris votre question. Voilà, c'est 3 000 milliards que le général veut injecter absolument. Je commence par les 3 000 milliards. Le programme, le projet de 3 000 milliards à injecter, c'est sur 5 ans. D'abord, c'est pas que le général doit avoir, le président donc doit avoir les 3 000 milliards le vendredi prochain et commencer à avoir. Non. Donc, globalement, il y a un plan national de développement, le PND, 2024-2028, qui est en préparation et qui va être validé, qui va être organisé et validé. Autour de ce programme, qui va prendre en compte entièrement, comme la colonne vertébrale, le programme politique du président élu. Il faut attirer les investisseurs. Je vous explique, je vous donne quelques chiffres pour peut-être étayer ce que je dis. Oui, bien sûr. En 2018, le pays s'est retrouvé en récession avec autour de moins de 2%. En 2000, c'est-à-dire ça, c'était, voilà, donc les 16 mesures. Après, donc, il y avait aussi 2020 avec la Covid-19 et la guerre en Ukraine est venue s'ajouter. Et en plus de ça, donc, il y avait eu beaucoup de soucis d'inondation et donc d'intempéries. En plus, il y avait eu la question de la transition. Mais de tout cela, en 2020, on était à moins 2. 2021, on était à moins 1. 2022, on a renoué avec la croissance. Actuellement, on est à 4%. C'est une économie, avec toutes les difficultés que vous voyez, c'est une économie vraiment résiliente. Autour de cette résilience, le programme politique, il y a un chantier exclusif, le chantier 6, qui est de développer une économie diversifiée mais résiliente. Résiliente pourquoi? Durant ces 3 années où le Tchad a trimé, on a eu très peu d'apports extérieurs. Bizarrement, l'économie que tout le monde pense qu'il va vraiment se casser les nez, la fin du mois, ça va être très difficile pour payer les fonctionnaires, ils pensent qu'on va aller s'endetter. Le pays ne s'est pas endetté. Au contraire, la dette intérieure a été massivement payée. Les projets ont redémarré. Vous voyez beaucoup de grilles dans la ville. Oui. Donc c'est pour dire qu'on a renoué avec la croissance. Et cette croissance, c'est parti. Même les hors pétrole, la croissance est au-delà de 2. On est à 1,8 au dernier chiffre, 2023. Donc, on a cassé toutes les prédictions. Cela veut dire stabilité retrouvée, élection passée, phase de transition terminée. Si nous tous, on regarde dans la bonne direction, nous pensons que la croissance a des chiffres, c'est pour dans les 2-3 prochaines années. Sauf s'il y a une catastrophe ou un cas de force majeure, comme l'arrivée de Covid qu'on ne peut pas maîtriser. Ça, c'est une première indication. Deuxièmement, il y avait eu beaucoup de réformes des finances publiques. Autour de ces réformes, il y a la question de, si vous voulez, de la numérisation de tout ce qui est régime financier. Aujourd'hui, la douane, c'est numérique. Je veux dire, donc vous payez, c'est bancarisé. Les recettes des impôts, il y a des applications et taxes qui ont été développées. Et on encourage les PME et les grandes entreprises à payer directement, voilà, donc directement en ligne. Autre chose importante à signaler, c'est que c'est cette question de la diversification. Bien sûr, dans la transition, donc compte tenu de tous les agrégats qui vont avec, beaucoup d'investisseurs regardaient un peu, inspectaient un peu, mais maintenant nous pensons qu'ils seront nombreux à venir.
Et les programmes, dans les programmes, on a expressément pris suggéré des initiatives qui vont aider à faciliter l'investissement extérieur. Les entrepreneurs seront encouragés, seront accompagnés, ils auront vraiment facilité d'entrée. Il y aura les e-visas pour que les gens, les entrepreneurs, s'ils veulent venir au Tchad découvrir, ça sera comme ça. Et après, il y aura un allègement fiscal, il y aura des zones économiques. 7 zones économiques qui sont d'emblée créées, qui vont commencer. Et surtout, il y a l'entrepreneuriat jeune et femmes. Et nous, les maîtres disaient tout à l'heure, et merci beaucoup, il faut dire les Tchad, comptez d'abord sur vous-même. Nous sommes dans cette dynamique. On doit compter sur nous. Et on pense aussi que on prend assez pour je veux dire, le monde. En accueillant autour d'1,5 million de réfugiés venant de plusieurs pays, nous pensons que les Tchad jouent un rôle capital. Pas seulement pour les Tchadiens, mais pour la sous-région. Pour la stabilité aussi, carrément, de la communauté internationale. Autre élément à signaler, vous savez, le Tchad est le 4e pays le plus impacté par les changements climatiques. Si le monde veut vraiment répondre et objectivement à ces défis du changement climatique, il faut nécessairement aider le Tchad à travers ces outils, à travers le ministère de l'Environnement, à travers la protection de son faune et de sa flore, à travers aussi son développement vert, à travers une agriculture correcte, à travers un élevage moderne avec une chaîne de valeur. Donc, tout est presque à refaire, mais nous pensons qu'on a suffisamment d'opportunités. Ces opportunités, il faut juste les mettre en musique. Et les mettre en musique, c'est ce que le président Eli va essayer de le faire. C'est ce que le gouvernement qui va être mis en place demain vont essayer de faire. C'est ce que les jeunes filles et garçons, avec leur énergie, peuvent le faire. Je suis sur ce point. Les 3 000 milliards, c'est pas vraiment l'Everest. Alors, je pense que c'est tout à fait accessible. Il faut dire. Et les programmes politiques du président Eli, quand vous cherchez à évaluer les programmes politiques, les 3 000 milliards, c'est ce qu'on compte injecter sur les secteurs productifs pour démarrer. Parfaitement. Mais quand vous voulez évaluer les programmes politiques, ce n'est pas à 3 000 milliards. Alors, et n'oubliez pas, n'oubliez pas que le budget de cette année, je veux faire la précision. Pour la première fois, on a atteint un budget, c'est-à-dire le budget de l'État, d'exercice 2024, on est à 3 200 milliards, je crois. 3 200 milliards. Et donc, il y a une nette amélioration par rapport à celui de l'année dernière où on était autour surtout 2022, où on était autour de 1800 quelques. C'est presque le double. Oui. Et on va aller. Pourquoi? Les recettes propres même, hors pétrole, ont été doublées. Et nous avons des niches pour les quadrupler. Il faut moins de déperdition, il faut de la bonne gouvernance. Et ça, vous avez vu qu'il y a 2 jours, l'agence anticorruption est déjà mise en place. Oui. Mais ça, ce n'est pas seulement pour réprimer, c'est aussi pour moraliser. Oui. C'est pour éduquer. Il y aura, à la différence des anciennes agences où ils sont là seulement pour réprimer, celle-là aura l'obligation de promouvoir la bonne gouvernance, d'édicter des bons procédés et surtout de moraliser, d'encourager les cadres compétents, de les inciter à faire mieux. Et le dernier élément que je souhaiterais dire, c'est le secteur pétrolier. L'année dernière, j'étais de cette équipe, j'ai eu le privilège d'être dans cette équipe qu'on appelle le groupe pétrole, où une nébuleuse avait voulu s'accaparer du pétrole tchadien. Du jour au lendemain, la nébuleuse Savannah s'octroyait de 75%, tenez-vous bien, des actifs du champ pétrolier de Doba, ce qui fait de ces Savannah, de cette entreprise méconnue, propriétaire du pétrole, du pipe même, à 75%. C'est-à-dire les pipes
aujourd'hui, qui est l'un des projets les plus intégrateurs de la sous-région, qui traverse 2 grands pays, qui intervient et qui est vraiment vital pour nos 2 pays, Cameroun et Tchad, un inconnu, une entreprise, une nébuleuse comme ça, qui sort comme ça, et du jour au lendemain, s'octroie 75%. Et les présidents, Ahmad, dès qu'il a été mis au courant, il avait pris des mesures, mais vraiment drastiques. Les rappels de l'ambassadeur étaient juste un détail, mais la nationalisation. La nationalisation, Et tout le monde prédisait que tous les investisseurs vont quitter. Mais les investisseurs sont déjà avertis. Et ce qu'on a fait était transparent. Et tout était clair. Et le général était droit dans ses bottes en disant, quoi que ça coûte, les Tchadiens doivent avoir leur propre pétrole. Les champs d'Oba aujourd'hui est à 100% tchadien. Et ça ne s'arrête pas là. On le sait, docteur Donc, comme vous savez très bien, on sait que désormais le Tchad moi, contrôle... je pense que cette initiative-là... On sait par exemple que désormais le Tchad contrôle 57% de la société Codco, qui est la société qui transporte le pétrole de Doba vers le port de Kribi. Pas 57. Oui, donnez-nous le bon chiffre. Je vous donne les bons chiffres. Il y a 2 sociétés. Il y a la société Codco et Totco. Sur Codco, c'est-à-dire sur Totco, c'est à 100%, la partie tchadienne. C'est-à-dire la société qui transporte le pétrole tchadien sur le territoire tchadien vers l'autre pipeline qui va jusqu'à Kribi au Cameroun. Voilà. Oui. Vous savez que le pipe du côté Cameroun, ça fait autour de 780, donc c'est voilà, 780, on va dire près de 800 km. Sur ça, c'est Codco qui est là. Oui. Codco, aujourd'hui, le Cameroun a 25%, le Tchad a 75%. Il n'y a ni blanc, ni étranger, ni autre. C'est une société africaine, de l'Afrique centrale, de la CEMAC, qui doit être cotée à la bourse de la CEMAC et qui doit pousser notre développement. Et donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est une fierté et pour le Cameroun et pour le Tchad. Et c'est après la nationalisation que le Tchad, au lieu de prendre les 100%, avait dit au Cameroun, et ça c'est la négociation entre les 2 excellences, les 2 chefs d'État, le Tchad a vendu, si vous voulez, 20% au Cameroun, qui avait déjà 5% avant, et donc au total, le Cameroun détient 25%, et le Tchad 75% de Codco. Mais la gestion est collégiale. Le directeur général est camerounais, l'adjoint est tchadien, le DAF est camerounais, l'autre est tchadien. On n'a pas changé au processus. Et il applique le règle de comptabilité publique, l'indépendance des entreprises. Et c'est des entreprises vraiment qui doivent concurrencer d'autres entreprises et travailler. Et donc c'est pour dire en réalité, les opportunités sont là. Nous n'avons pas peur de ces 3 000 milliards. Nous valons mieux. En plus, le Tchad a des ressources minières importantes. La société Sonami qui est en train d'intervenir a couru, je vous dis, donc à l'extrême nord, au Tivesti, il y a autour de 4 millions de personnes, majoritairement des Tchadiens, mais beaucoup d'étrangers africains, qui sont venus pour la rier vers l'or. Et ils se font leur petite marche là-bas. Maintenant, nous, on a assuré la sécurité parce qu'il y avait des grands banditismes organisés dans cet espace. C'est terminé. Le général, le président, s'est déplacé sur place. Il a fait 10 jours. A couru. 10 jours. Il a fait à courir pour nettoyer définitivement tous ces, je vais dire, les bandits, les voyous des grands chemins. Maintenant, les gens qui partent là-bas pour la recherche de l'or, ils s'enregistrent autour de Sonémique. Et vous voyez, quand vous enregistrez seulement à 50 000, 4 millions de potentiels orpailleurs, multipliez 4 millions par 50 000, 4 millions de personnes par 50 000, vous voyez tranquillement, vous avez 100 milliards
juste pour l'enregistrement. Mais cet or qui est retrouvé, vous devez aussi vendre à la Sonémique. Vous payez les taxes d'emblée, c'est-à-dire les taxes sont déduites automatiquement. Donc, c'est vraiment une projection qu'on peut se permettre de dire rien que la filière. Mais docteur Mahamat, c'est pour ça que j'ai parlé de la maîtrise des ressources naturelles. Absolument. Parce que ce sont des ressources qui alimentaient aussi les politico-militaires. Oui. Parce que c'est eux qui sont dans la zone. Et surtout les officines. Et surtout les officines. Voilà, ces officines gagnent avec ça. L'or du Tchad, à travers ce groupe de mafieux et autres, sont acheminés vers la Libye. De la Libye, ça part à Dubaï. Nos femmes ici, commerçantes, partent d'ici pour acheter l'or de Dubaï et de venir nous vendre au Tchad. Et quadruplé. L'or du Tchad est utilisé. Et les meilleurs or. Donc c'est pour dire, si les Tchadiens disent ok, il y a un temps pour faire les élections, de faire les dialogues et autres, mais il y a un temps pour travailler. On doit travailler 5 ans. Merci. Et ces 5 ans-là, je pense que ça sera un gâchis si on n'accompagne pas le président élu pour mettre en œuvre ce programme. Vous allez voir que le visage du pays va changer. Il sera accompagné. Ça a été dit. Voilà, ça a été dit. Merci beaucoup. Ça a été dit pendant la campagne. On a vu d'ailleurs l'engouement, toute la force et la détermination avec laquelle vous avez porté le candidat pendant cette période-là. Alors, Monsieur Camara, je vous retrouve. Alors, l'argent ne sera pas un problème. Rappelez que le candidat promet d'injecter 3 000 milliards spécifiquement dans des projets liés à la transformation, au secteur de la transformation, liés également au secteur de l'inclusion sociale, liés aussi au secteur qui puisse notamment porter l'innovation chez les jeunes. Alors, on vient d'apprendre sur ce plateau, à travers les différentes démonstrations, que ce ne sera pas difficile. Est-ce que vous tombez d'accord là-dessus? Non seulement ce ne sera pas difficile, mais il faut dire que ces programmes, les programmes du candidat étaient un programme assez raisonnable. Il faut dire que 3 000 milliards pour un grand pays comme le Tchad, en réalité, ne peut être aussi difficile, surtout quand c'est réparti sur 5 ans. 3 000 milliards supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le budget du pays, et puis il y a ce plan d'injection spécifique de 3 000 milliards qui vient ici, un peu en quelque sorte comme une sorte de catalyseur qui vient booster un certain nombre de secteurs. Ouais. Moi, je pense que les 3 000 milliards, c'est justement pour booster, c'est justement pour dire qu'à partir de maintenant, nous devons vivre notre économie. Autrement, ceux qui sont en train de souffrir en temps à cause du manque d'argent, à cause du pouvoir d'achat qui est réduit, à cause des difficultés pour pouvoir financer leur production, pour pouvoir lancer leur entreprise, ces problèmes vont être définitivement résolus. Et ça, à travers les démonstrations de Borgo qui a une vision vraiment panoramique de l'économie et de ses détails, moi je ne peux pas rajouter en plus. Moi je pense que le défi n'est plus maintenant les 3 000 milliards. C'est plus la spécialisation de l'ensemble des personnes qui vont travailler autour de ces 3 000 milliards. Le Tchad doit plutôt penser à se spécialiser. D'abord sur l'ensemble des produits dont il dispose en abondance et sur la formation de l'ensemble de la main-d'œuvre qui va faire en sorte que ces 3 000 milliards puissent être utilisés à bon escient et que le décollage puisse être effectif. C'est là les défis. Mais dans les programmes, j'ai vu que rien n'a été laissé au passage, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique. L'ensemble a été pris en compte dans les programmes et j'espère que pendant les 5 années, tout sera lancé et qu'on réussira vraiment à arriver à un bon décollage. Et voilà, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce plateau d'échange. Et rappelez que est attendue donc la prestation de serment du général Mahamat Idriss Déby Itno qui ne va pas tarder et donc qui va devant le Conseil lors de cette audience solennelle du Conseil constitutionnel qui va se tenir et qui sera à titre symbolique, qui prêtera donc serment et lui sera signé et lui sera délivré effectivement un procès verbal avec bien sûr les différentes signatures des membres du Conseil constitutionnel qui attestera effectivement qu'il est le nouveau maître à bord, qu'il est le nouveau chef de l'État et le tout premier donc, de cette 5e République. Docteur Mahamat Borgou-Nassane, je vous remercie d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Merci beaucoup, merci à la télévision panafricaine. Merci également à Hissène Adamou Kabara, merci d'être passé. Merci à Afrique Média, merci surtout à vous, M. Bifondok, de nous avoir fait l'honneur de participer à ce débat qui était quand même assez riche et assez intense.
Merci à vous. Merci également à Maître Janvier Momo. Merci d'avoir marqué ce plateau, cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine et d'avoir effectué le déplacement de N'Djamena au Tchad. Merci à tout le peuple tchadien pour cette prestation démocratique, pour ce que nous sommes en train de vivre au Tchad. Nous l'avons souhaité, nous sommes en train de le vivre. Nous disons merci à tout le peuple tchadien. Nous n'allons pas oublier des milliards de téléspectateurs de la puissante chaîne panafricaine Afrique Média. Merci. Merci à vous, messieurs. Rappelez, on va souhaiter voilà, une très bonne fête à tout le peuple tchadien. C'est la fête. On va également souhaiter, vous souhaitez également à vous voilà, une bonne fête en tant que Tchadien. Et nous allons donc suivre cette prestation donc, de serment du général Mahamad Idriss Déby Itno avec bien sûr le même intérêt toujours grandissant que nous avons pour les vraies questions africaines sur les antennes de la télévision panafricaine. À très très vite. Merci. Merci. Merci.